l'argent fait le bonheur. C'est une phrase que j'entends régulièrement, que j'entends de la part des pauvres et des moins pauvres et de la classe moyenne et même de ceux qui sont un peu plus aisés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui j'avais vraiment envie de parler de ce sujet, l'argent, parce que l'argent on dit que c'est tabou. C'est un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder parce que j'entends pas mal de choses autour de l'argent. Donc déjà dans un premier temps, j'aimerais faire cet épisode en plusieurs parties et j'aimerais aussi le terminer par le fait de faire la corrélation avec le human design et l'argent. Alors déjà, premièrement, les idées qui ont été préconçues et les mythes autour de l'argent. J'avais commencé l'épisode pour dire que l'argent fait le bonheur. Et pour moi, c'est une vraie question. Est-ce que l'argent fait-il le bonheur ? On a souvent entendu cet adage qui dit « l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue ». Et on va dire que je suis plutôt d'accord avec cette phrase. Donc pour moi, les premières choses que j'entends, c'est l'argent, ça fait le bonheur et ça vient des pauvres. Le fait est de dire cette phrase, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une créatrice de contenu qui disait que l'argent fait le bonheur et elle expliquait les faits et en quoi ça faisait le bonheur. Écoutons un peu ce qu'elle dit. Tu as de l'argent et que demain matin, ta machine elle tombe en panne, ta machine à laver elle tombe en panne. Tu sais que dans l'heure, tu peux t'acheter une machine à laver. Tu sais que tu n'as pas à te dire non. Je peux pas acheter de machine à laver parce qu'il faut manger avant. Demain, ta voiture, elle tombe en panne. Tu sais que dans l'heure, tu peux t'acheter une nouvelle voiture. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Donc voilà un petit extrait de cette vidéo. Si jamais elle vient à tomber sur mon podcast, bien sûr qu'elle peut me partager son avis. Et en fait, en soi, sur le fait, elle a raison dans le sens où, effectivement, si demain ta machine à laver, elle tombe en panne et que tu dois prioriser de manger, oui, certes, tu ne vas pas acheter cette machine à laver en tant que priorité. Mais en fait, il n'y a pas que l'argent. Oui, l'argent résout pas mal de choses, mais elle ne résout pas tous les problèmes. Là, ici, l'exemple de la machine à laver, eh bien, forcément, on va penser à l'argent pour résoudre ce problème de machine à laver, mais on peut très bien trouver d'autres ressources. Et c'est pour ça que, humainement, je trouve qu'on est incroyable, on a un potentiel incroyable, on a des ressources incroyables. Je dis incroyable parce que, justement, dans ces moments-là, c'est là que tu vois que tu es plein de ressources. Et l'exemple de la machine à laver, c'est parfait parce que, justement, je viens tout juste de déménager et je me débarrassais de toutes mes affaires. J'allais tout mettre à la déchetterie, clairement. Et justement, j'ai une copine qui avait un peu une galère financière et qui ne pouvait pas s'acheter de machine à laver. On en discute et je lui dis, bah tu sais quoi, je te donne la mienne vu que j'allais l'acheter. Et tu vois qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin d'argent. Et pour moi, l'argent, c'est un peu la solution facile. Oui, forcément, c'est plus facile. Forcément, tu as plus de liberté avec de l'argent. Et c'est vrai, dans tout ce qu'elle dit, quelque part, elle a raison. Et c'est vrai que c'est une ressource première dont on a besoin. Et j'ai envie de dire que cet épisode, il est fait aussi de nuances. Parce qu'il y a du prendre et à laisser. Donc on va écouter une autre partie. Désolée, mais là, je sais que dans les commentaires, je vais avoir des gens qui vont venir me dire « Ouais, mais t'as beau avoir l'argent, si t'as pas la santé, ça sert à rien. » Bah ok, mais quand t'es pauvre, c'est la même chose. T'es pauvre et en plus t'as pas la santé. Bah c'est pas mieux. Alors ici, cet extrait, c'est très intéressant parce qu'elle dit « T'es pauvre et t'as pas la santé ». Et il y avait un exemple de David Laroche qui m'avait vraiment intriguée, qui disait « Disons, aujourd'hui, t'as 1 milliard d'euros et que tu deviens aveugle, on t'a arraché les yeux, et que la seule opération qui peut te sauver te coûte 1 milliard. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu payes. Tu payes pour récupérer la vue. La vue, c'est tellement important. Et la santé, oui, c'est tellement important. Et si t'es riche et que t'es handicapé, alors oui, tu as accès à certaines choses plus facilement. Mais disons que t'as pas de bras, t'as pas de jambes, bah tu peux pas courir. T'as pas tes yeux et que t'es riche, bah tu peux pas profiter de ta richesse pour voir ce que tu peux te payer. Et c'est pour ça on néglige vraiment la santé à côté de l'argent. Et que pour moi, il y a quand même des nuances autour de l'argent. L'argent n'est pas responsable de tout. L'argent ne résout pas tous les problèmes. Et c'est pour ça que cette phrase, elle est très intéressante à prendre. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. En fait, l'argent, on ne peut pas le voir noir ou blanc. Et quand même, pour moi, ça reste une énergie. C'est quelque chose vraiment qu'on peut créer. Alors non, il n'y a pas de la magie derrière. Il y a un équilibre quand même à avoir entre le pragmatique et le spirituel. Et les premières questions qu'on peut se poser, c'est quelles sont les idées, les croyances qu'on a autour de l'argent. La première que j'entends beaucoup, c'est il faut travailler dur pour gagner de l'argent et travailler encore plus pour en avoir plus. C'est une fausse croyance. Bien sûr que là, c'est facile à dire.
Mais en fait, il y a tout un travail, toute une déconstruction à faire autour de l'argent parce que on a été éduqués d'une certaine manière qui nous a amenés à penser comme ça. Il y a des tas de moyens et de manières de se faire de l'argent sans forcément travailler hyper dur et pendant trop longtemps. Alors là, je vais te demander de faire un petit exercice. C'est quoi tes idées préconçues sur l'argent ? Parce que en fait, ici, je suis pas là pour juger comment tu vois l'argent. Je suis là au contraire pour déconstruire les mythes autour de l'argent. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est ton positionnement par rapport à l'argent. Est-ce que tu as une relation saine avec l'argent ? Est-ce que tu as tendance à dire « Ah, mais ça, c'est trop cher ?» Et ça, au contraire, c'est pas cher. En fait, c'est pas l'argent le problème, c'est ce que tu en fais. Je vais te donner un exemple plus concret pour que tu vois un peu ce que je veux dire. Je me suis acheté une voiture il y a 2 ans à peu près. Je l'ai acheté à peu près 3 700 €. Je l'ai acheté en occasion, bien sûr, c'est une seconde main. Et cette voiture, elle est bien plus pratique que pour le visuel. C'est une voiture de praticité. Alors oui, je n'ai pas la climatisation, je n'ai pas d'espace parce qu'elle est toute petite, mais je l'ai achetée pour la praticité. Et je n'avais plus envie de mettre 10 000, 20 000 € dans une voiture. Surtout qu'une voiture, c'est un bien où on n'aura jamais de retour sur investissement. Que tu l'achètes 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 40 000, 50 000, 100 000 € ta voiture, tu n'auras jamais de retour sur investissement. Parce que tous les mois, je mets de l'essence, je paye l'assurance, et tous les 3-6 mois, je ne sais plus, ça dépend de la voiture que tu as, il y a des frais de réparation. Alors après, des fois, ça peut être des petites choses, mais jamais ta voiture va te donner de l'argent. À l'inverse, j'ai des amis qui sont capables de faire un crédit sur 10 ans pour payer leur voiture. Une voiture qu'ils vont payer 50 000 balles. Et pour moi, c'est pas du tout un achat prioritaire. Donc là, comment tu vois l'argent ? Parce que là, clairement, c'est pas une question d'argent. C'est une question de ce que je vais en faire. Moi, j'ai besoin d'une voiture pour me déplacer. D'autres ont besoin d'une voiture pour se faire remarquer. Ont besoin de se montrer. C'est pas une critique, c'est pas un jugement. C'est ce que tu fais de ton argent. C'est la relation que tu as avec l'argent. Tu as besoin de montrer que tu as de l'argent en ayant une très belle voiture à 50 000 €. Et ça, c'est un peu la société qui l'a créée. La société dit qu'on doit avoir une belle voiture, acheter une maison, faire des enfants, avoir un chien, un chat, se marier. C'est la société qui nous a dit de se mettre à cette place-là et de se montrer avec notre argent. Alors le point essentiel sur lequel j'ai envie de revenir, c'est comment tu vois l'argent. C'est un peu bateau comme question, mais juste pour voir comment ta relation elle est saine ou pas avec ton argent. Est-ce que tu es du genre à fuir ton compte bancaire, par exemple le 10 du mois ? Non, je ne veux plus regarder parce que je dois être à découvert, ça y est, je peux plus rien faire. Imagine ton compte bancaire, c'est ton meilleur ami. Et imagine, le 10 du mois, tu dis à ton meilleur ami ou ta meilleure amie « Non, je veux plus te voir le 10 du mois parce que à partir de là, on peut plus rien faire. » Ici, la relation, elle est hyper malsaine. Imagine ton meilleur ami, il dit « Je veux plus te voir le 10 du mois. » Je pense que tu le prends mal. Et c'est là que tu vois si ta relation, elle est saine ou pas avec l'argent. Donc le travail que tu peux commencer à faire, c'est te dire et accepter tes émotions, peu importe ton compte bancaire, que tu sois en positif ou en négatif, aller oser regarder et assumer en fait le chiffre qui s'affiche. Être en accord avec le chiffre qui s'affiche. On associe aussi beaucoup notre enfance à notre vie d'adulte. C'est-à-dire que si on vient d'un milieu pauvre, eh bien automatiquement on le deviendra. Et on va garder cette attitude de pauvre parce qu'on l'a été, même si on devient un peu plus riche, un peu plus aisé en devenant adulte. Il y a une créatrice de contenu qui m'a interpellée dans l'un de ses messages. Donc écoutez. Les enfants issus de familles pauvres, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que vous devez constamment rattraper un retard dans votre vie ? Mais c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de choses dans ma vie que j'ai pas fait parce que je suis pauvre, issue de famille pauvre. Typiquement, le ski. Et je sais que quand j'ai commencé à grandir et à fréquenter des gens de milieux sociaux très différents, et à croiser ma vie avec ces gens, c'est-à-dire vouloir faire des vacances avec eux, des week-ends ou des choses comme ça, je me rendais compte que j'étais en retard. Donc typiquement le ski, la première fois qu'on m'a invité au ski, j'étais en mode, pourquoi faire ? Dans le sens où de toute façon, on va pas faire de ski ensemble puisque moi j'ai jamais skié de ma vie. En fait, cette créatrice de contenu, elle m'a fait vraiment mal au cœur en disant ça, parce qu'elle a associé le fait qu'elle est issue d'une famille pauvre au fait qu'elle doit rattraper son retard. Et elle rajoute une chose vraiment qui m'a choquée. Après, on dit que les riches restent pas riches, mais bon, un peu quand même. Et forcément, pas pour faire le vilain petit canard, mais c'est vrai que ce retard, il te crée de la honte. Typiquement, pour le ski,
Bah non, j'ai pas envie d'aller en vacances au ski avec des copains et de leur montrer à quel point je suis naze alors que eux vont tous être super forts. Je veux dire, le ski, si t'es naze, c'est drôle si vous êtes plusieurs personnes nazes. Si t'es la seule personne naze, vraiment, c'est chiant. Et là, dans cette phrase, ça m'a vraiment choquée, dans le sens où on ne peut pas assumer sa différence et qu'on doit absolument se mettre dans une case, comme si on devait être tous les meilleurs dans n'importe quel domaine. En fait, pourquoi j'ai envie de parler de cet exemple? Parce que moi-même, je suis issue d'une famille pauvre. Et quand je te dis pauvre, ma mère est arrivée en France avec ses 2 enfants sous le bras, sans argent. On avait tout perdu, nos valises, nos bagages, nos malles, on n'avait plus rien. On a été hébergés chez un oncle à moi, et ma mère a mis presque 6 mois à trouver du travail. Mon père avait délapidé le compte joint, et il est parti dans je ne sais quel pays, et je ne l'ai pas revu pendant au moins 10 ans. Attention, petit guillemets, je ne lui en veux absolument pas, au contraire. Et ma mère a dû nous trouver des vêtements à la Croix-Rouge ou je ne sais plus où à l'époque. Donc là, on était vraiment pauvres, on n'avait vraiment rien. Et on logeait chez un oncle qui n'avait même pas d'eau chaude chez lui. Et petit plus, cette maison, elle était hantée. Bon, j'exagère peut-être quand je dis hantée, mais il y avait des trucs bizarres qui se passaient. Et tout ça pour dire que le ski, en fait, c'est pas un frein pour moi, et même si je suis issue d'un milieu pauvre, moi non plus, je suis jamais partie en vacances de ski. Par contre, je suis partie avec mes amis faire du ski parce qu'il s'avère que près de chez moi, il y a une piste de ski en fait où on peut apprendre à faire du ski. Et moi, j'avais décidé que j'apprendrais toute seule. Et j'ai vraiment pas eu honte d'aller au ski sans savoir faire de ski avec mes amis qui savaient super bien skier. J'ai fait semblant que je savais skier pour aller skier. Bon, par contre, mort de rire, ça a été hyper intensif pour moi parce que j'avais jamais pris le tire-fesse de ma vie et j'ai dû me casser la gueule au moins une vingtaine de fois avant de pouvoir prendre le tire-fesse. Même à un moment, j'ai fini par me laisser glisser parce que j'en avais marre, je voulais arriver au moins en haut pour skier un petit peu. J'ai fini par y arriver, sauf que je ne savais pas freiner. Et en bas de la piste, il y avait des blocs de neige, je fonçais dedans pour freiner parce que je savais pas trop comment faire. Alors cette expérience, elle était hyper marrante. On a vraiment bien rigolé, même ma meilleure amie, je me souviens, elle s'est pissée dessus. Et avec le recul, je trouve ça hyper dangereux. J'aurais pu me casser quelque chose, mais finalement, en fait, ma volonté, ma motivation vraiment d'apprendre ne m'a pas empêchée d'apprendre toute seule. Et on peut dire que j'ai pris des sacrés risques. Mais comme quoi, la pauvreté ne m'a absolument pas bloquée. Et mes amis savaient que je suis issue d'un milieu pauvre. Et en fait, on a passé un excellent moment. On s'en rappellera toute notre vie. Et j'ai pas ce truc de rattraper du retard sur la pauvreté. C'est pas parce que je l'ai pas eu plus jeune, enfant, que je peux pas l'avoir aujourd'hui. Et j'ai pas honte de dire que je l'ai pas fait, et j'ai pas honte de dire que je suis issue d'un milieu pauvre. Parce que au contraire, je me disais plus jeune, c'est pas grave, aujourd'hui mes parents ils peuvent pas m'offrir ça, je me l'offrirai quand je pourrai le faire, quand je serai grande. Et tout ça pour dire que t'as pas besoin de rattraper du retard sur la pauvreté que t'as eu enfant. Au contraire, ça va être un moteur, ça va être une motivation. Ok, j'ai pas eu ça, aujourd'hui j'ai envie de le faire. Parce qu'aujourd'hui j'ai la possibilité de le faire. Dans sa vidéo, elle parle aussi le fait qu'elle voulait voir l'eau transparente qu'elle avait jamais vue et qu'elle l'a vue la première fois à un truc à 25 ans. Au contraire en fait, c'est génial que tu l'as pas déjà vue petite parce que t'en fais pas une banalité. Et d'ailleurs, quand on est arrivé en France, ma mère, la première chose qu'elle a faite, c'est que la première fois qu'elle a vu de la neige, elle était contente de mettre un bonnet, des gants, un manteau, chose qu'elle n'avait jamais mis auparavant. Et elle a été faire une bataille de boules de neige. On a encore les photos aujourd'hui où elle est toute contente de découvrir la neige, elle joue avec, elle la lance, elle a même sorti les seaux. Et elle a vu de la neige pour la première fois à 32 ans. Donc tout ça pour te dire que c'est pas un problème. Encore une fois, c'est ce que tu en fais. Il y a aussi un élément qui a tendance à m'énerver, en fait, ça m'agace. C'est ceux qui sont dans le déni et qui critiquent les riches. Ah, mais pourquoi les riches, ils s'achètent 5 voitures, ils en ont pas besoin. Pourquoi ils achètent des Ferrari? Ils n'ont pas besoin d'autant de choses. Quand on voit le monde, il y a des pauvres qui meurent de faim. Et souvent, ces personnes qui critiquent les riches, c'est qu'elles ont des choses à travailler. Ça doit être le genre de personnes qui font des achats compulsifs. Parce que le fait de critiquer les riches, au fond, c'est ce qu'elles veulent vraiment. Et là, je t'invite vraiment à regarder à l'intérieur de toi ce qui te gêne. Pourquoi tu as cette critique autour des riches? Tu t'es fait une idée sur les riches?
Et en fait, les vrais riches, si toi aussi t'es dans cette dynamique, tu serais étonné, ils donnent beaucoup aux pauvres. Ils sont là justement pour les aider. Mais ils ont aussi le droit de se faire plaisir. S'il a envie d'acheter même 10 Ferrari, laisse-le acheter 10 Ferrari. On ne peut pas sauver la misère du monde, c'est tout, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est souvent les profils 5-1 qui disent ça. Ils ont envie d'aider tout le monde, d'universaliser, ils ont envie de sauver le monde. Mais avant tout, profil 5-1, sauvez-vous vous-même. Et c'est là que je vois qu'on est dans une certaine matrice. On est tous dans une différente matrice. Si tu connais le film Matrix, peut-être que ça peut t'amener une certaine philosophie de la vie. Et je vois quand même des croyances collectives qui continuent à se répéter. C'est un peu comme dire ouais, moi je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Alors tu crois ce que tu vois, donc tu es dans une certaine matrice. L'ouverture à une nouvelle perspective, ça va être très compliqué pour toi. C'est parce que ton cerveau, il te protège de quelque chose. Donc si tu vois que tu es de plus en plus pauvre, tu vas le devenir de plus en plus. Et si tu entretiens forcément cette croyance, elle va bien s'implémenter et elle va se créer dans la matière. Est-ce que toi aussi, tu as déjà vu des gens qui, au cours de leur vie, étaient plutôt aisés et que sur leur fin de vie, ils sont devenus pauvres parce qu'ils ont vu l'argent comme quelque chose, ils l'ont mis sur un piédestal, et vu qu'à ce moment-là, ils gagnaient bien leur vie aisément, ils ont continué ce train de vie-là tout au long de leur vie, et arrivé à la retraite, ou des choses qui peuvent aussi se passer durant ta vie, tu peux être au chômage, et devoir baisser de niveau de vie, et tu l'acceptes pas. Donc tu continues à vivre sur un train de vie que tu ne peux pas continuer, et tu te retrouves triplé de dettes. Et c'est pour ça qu'il y a certains retraités qui se retrouvent triplés de dettes alors qu'elles vivaient aisément, parce qu'elles se sont créées une histoire autour de l'argent et qu'elles croient ce qu'elles voient. Donc qu'est-ce qui se passe en fait quand on est dans cette perspective, dans cette matrice ? On a une vision étriquée et du coup on manque des opportunités. Parce qu'il y a cette culture du fait de dire « ouais, je crois ce que je vois » et de ressasser, de se dire « oh mon Dieu, la pauvreté ». Et finalement, vu que tu ressasses la pauvreté, tu finis par y plonger. Et du coup, tu manques les vraies opportunités. Tu passes à côté des vraies opportunités. Parce que tu es dans cette vision étriquée de la pauvreté. Parce que tu la cultives. Et là, encore une fois, la cause, c'est pas l'argent. Donc finalement, qu'est-ce que c'est l'argent ? Comment aujourd'hui on peut modifier notre état d'esprit par rapport à l'argent ? Ça demande une profonde compréhension à l'argent. Déjà, est-ce que tu as regardé si ta relation elle était saine ? Si tu vois qu'il y a un problème, il faut aller bien plus en profondeur. Donc, tout à l'heure, je disais que l'argent, c'est une énergie. Et l'énergie, en fait, c'est l'échange de valeurs. Et qu'est-ce que c'est l'échange de valeurs ? La valeur, elle est basée sur l'émotion. Là, je vais te donner un petit exercice. Tu vas penser à un achat. Pourquoi tu l'as acheté ? En quoi te sens-tu différente ? C'est quoi le niveau de confort ? Quelle envie particulière ? Ou pourquoi tu as envie de manger un truc gras ou sucré ? Alors pour ma part, j'ai envie de m'acheter un MacBook depuis un moment. Et pourquoi j'ai envie de l'acheter ? Parce qu'il sera bien plus performant que mon ordinateur précédent. Et tu vas voir que chaque achat, il est vraiment dépendant d'une émotion implicite ou explicite. La première voiture que j'ai achetée, j'étais hyper contente. C'était vraiment la joie. Mais quand il s'agissait de faire les réparations, il n'y avait plus de joie, il y avait plutôt de la colère. Donc ici, en fait, l'émotion énergétique, ça va être une signature énergétique qui va amener forcément de la vibration, de la fréquence et forcément va arriver dans ta réalité. Donc la question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que tu ressens quand tu dépenses de l'argent ? Comment tu te sens ? Est-ce que tu es du genre à détester payer ou retirer de l'argent ? Ça va être la pire fréquence. On parle souvent de se mettre sur la fréquence, du mindset de l'abondance, de la richesse. Et moi, je me demandais, mais c'est quoi cette fréquence ? La fréquence, elle va se trouver au niveau de l'échange de valeurs, des émotions. Et tu peux regarder un peu où tu en es dans tes fréquences en utilisant l'échelle de David R. Hawkins et de regarder ta fréquence par rapport à l'argent. Donc, on va revenir aux bases déjà, de l'énergie, de l'invisible. Déjà, qu'est-ce que c'est ? L'énergie, c'est quelque chose de spirituel. Et la chose spirituelle, ce n'est pas forcément quelque chose de bon ni mauvais, c'est juste de l'énergie. Pour l'expliquer de façon scientifique, la réalité, en fait, elle est composée de particules subatomiques, qu'on appelle dans notre jargon Human Design des neutrinos. Et ces neutrinos correspondent à un potentiel d'onde.
qui va correspondre à une vague d'énergie. Et en fait, ici, ça va être ton attention, ta conscience qui va provoquer la solidification de ces ondes et se matérialiser dans ta réalité. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de coachs parler des manifestations, le fait d'affirmer, de l'écrire, de le ressentir ou de le visualiser. C'est parce que ici, en faisant ces actions de manifestation, on crée cette énergie, on crée ces particules subatomiques. Et ça, on le fait grâce au RAS. Le RAS, je vais le réexpliquer, c'est le système d'activation réticulaire qu'on appelle en neurosciences. Il filtre les informations sensorielles entrantes et décide quelles sont celles qui méritent notre attention. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne sur l'échelle de fréquence ? Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en mode survie. Tu es dans le paradigme de survie, dans cette matrice. Tu vas te dire « Ah mais comment je vais payer cette facture ? Comment je vais nourrir ma famille ? Comment je vais finir le mois ?» Ça, c'est la basse fréquence. C'est le paradigme de survie. Et pour changer cette fréquence, il faut que tu crées une sensation de bien-être pour dépenser ton argent. C'est comme ça que tu vas augmenter ton taux vibratoire vis-à-vis de l'argent. Si tu te centres sur la fin du mois, forcément, tu vas être sur la fin du mois. Tu vas être dans cette énergie de manque. Donc ça va demander tout un travail physique et d'avoir cette attitude mentale de te sentir bien à dépenser ton argent. Et cette attitude mentale va créer des croyances, qui va créer une identité, qui va créer des pensées et qui va créer une conviction émotionnelle et qui va t'amener à une action physique alignée. Voilà comment on change de matrice. Et non, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais commencer à voir la façon dont tu vois les choses, à changer cette perspective. Je crois ce que je vois ? Non, je vois ce que je crois plutôt. Je reprends mon exemple avec mon MacBook. J'ai vraiment envie de me l'offrir et je vais me l'offrir. Aujourd'hui, ce n'est pas ma priorité et c'est pas que j'ai pas l'argent, c'est juste pas ma priorité, mais je pose l'intention déjà de le faire. Et je sais que je vais finir par me l'offrir. Alors là, quand ? Je ne sais pas encore. Mais je le sais et je suis en accord avec ça. Donc maintenant, je vais déconstruire les mythes autour de l'argent en utilisant le Human Design. Alors, je vais commencer par le centre sacral parce que chez moi, il est non défini. Et peut-être que, comme moi, tu as un peu cette croyance que tu dois toujours travailler plus dur et plus. Alors qu'en réalité, tu peux travailler d'une manière plus efficace et pas forcément plus longtemps aussi. Par contre, pour les sacrales définis, je dirais, enfin les sacros définis, c'est que tu crois que tu ne peux pas créer de l'argent en suivant ta passion. Alors que si, tu peux monétiser ta passion. Ce que je retrouve aussi, c'est dans le splénique indéfini, c'est le fait que tu crois que l'argent va te mettre en sécurité. J'entends souvent des personnes, oui, si j'y gagne au loto, je mets ma famille en sécurité. Et là, ici, ce que tu peux faire, c'est vraiment avoir de la gratitude pour ce que tu as. Tu peux te sécuriser. Tu peux te mettre en sécurité en te disant et en ayant cette gratitude. Un autre exemple que je vois régulièrement, c'est les plexus solaires définis. Les plexus solaires définis pensent souvent que ce sont des personnes qui sont bipolaires et qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas générer de l'argent à cause de leurs émotions au quotidien. Et elles ont cette tendance à culpabiliser. Et la culpabilité, c'est la plus basse fréquence. Ça attire vraiment le manque. Donc non, l'argent ne dépend pas de tes émotions. L'ajna aussi, c'est assez intéressant parce que lorsqu'il est défini, c'est le fait de rester bloqué dans des propres idées, des idées préconçues autour de l'argent. Et du coup, tu entretiens des anciens schémas de pensée. Et d'ailleurs, tu t'entêtes à penser comme ça. Et du coup, tu restes bloqué dans cette énergie de manque. Et là, si tu as l'ajna défini, comme dans cet exemple, je t'invite à faire des séances de psyché. D'ailleurs, si tu veux, je vais mettre le nom juste en dessous de la personne que je recommande, qui pourrait vraiment t'aider à soulever ces anciennes croyances et créer de nouvelles croyances. Tu peux le faire pour d'autres problématiques, pas forcément pour l'argent. Et le dernier point que j'ai vraiment envie d'aborder, c'est le cœur non défini. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 70% de la population qui ont le cœur égo non défini et qui pensent qu'ils doivent prouver leur valeur au fait de gagner de l'argent ou de se mettre en avant avec leur statut social, leur grande maison, leur belle voiture. Donc là, ici, je t'invite à redéfinir tes valeurs, tes vraies valeurs. Je pourrais encore parler pendant des heures, mais pour aller plus loin, je t'invite à prendre un consulting avec moi où on pourra travailler de façon beaucoup plus personnalisée. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.